Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, la mise en cause de l'expert comptable du fait des détournements de fonds chez les clients. On parlera également mécénat d'entreprise et pourquoi faut-il s'adapter par rapport à l'évolution du métier d'expert comptable. On débute tout de suite cette émission avec mon invité Maxime Delhomme, avocat au barreau de Paris, qui va nous parler de la mise en cause de l'expert comptable du fait des détournements de fonds chez les clients des experts comptables. Maxime Delhomme, bonjour. Bonjour. Alors, y a-t-il beaucoup d'affaires de détournement de fonds chez les clients des experts comptables? En fait, quand on regarde d'année en année sur une longue période, il n'y en a pas plus. Bon, il peut y avoir qu'une année, on en découvre un ou deux de plus que la moyenne habituelle. Alors, ça pose aussi une question, c'est qu'il y en a qu'on ne trouve pas. Il y a beaucoup de sous-jacents parce que comme c'est dû un peu au hasard qu'on les trouve, il y a des fois où ça passe totalement inaperçu. J'ai même le souvenir qu'une fois, on en avait trouvé un. On avait été voir le précédent employeur du directeur comptable et financier qui disait « Oh, mais il est parti de chez nous, on le regrette beaucoup. » Comme on connaissait la méthode, on a regardé et il en avait déjà pris beaucoup chez celui-là. Donc, il y a, ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'il y a des déclarations de sinistres qui sont pas forcément faites, parce que c'est des proches. Et donc, vous avez des dirigeants d'entreprise qui s'aperçoivent que c'est quelqu'un de leur famille, de leur entourage proche qui a fait ces détournements. Du coup, ils hésitent à C'est signaler. une violation de leur intimité, c'est une vexation. Ils passent outre, ce qui fait que ça fait moins de déclarations de sinistres aussi pour les experts comptables. Alors, est-ce que souvent, justement, ces détournements de fonds sont liés à des proches des dirigeants? Alors, c'est toujours une trahison de la confiance. Il y a deux types, finalement, de confiance. Il y a les proches qui sont autour du dirigeant de l'entreprise. Et là, c'est le contrôle interne classique, hein. C'est le contrôle interne, c'est le contrôle fait par le dirigeant sur ses salariés, et qui est un souci pour les experts comptables, parce que eux, ils sont contrôleurs externes et il y a une partie du contrôle qui est fait par le dirigeant et qui lui est imputable en termes de responsabilité. Donc, il y a toujours cette trahison de la confiance. En plus, c'est vrai que pour l'expert comptable qui s'aperçoit qu'il y a une trahison, si c'est un proche du dirigeant, c'est le côté trahison. Si c'est un directeur comptable et financier, un type très intellectuellement habile, là, il y a une vexation. Parce qu'en plus, l'expert comptable, c'est à cette personne-là qu'il avait donné sa confiance. Il y avait un rapport. Donc, c'est toujours quelqu'un qui connaît quand même très bien la boutique qui a pu faire ces détournements. Alors, est-ce que cette trahison, c'est lié à un défaut de surveillance, par exemple? Alors, je pense que la base, c'est quand même la curiosité. C'est-à-dire que quand on va dans une entreprise, on doit s'intéresser à qui fait quoi, comment, etc. Et donc, il y a forcément quelque chose qui a échappé. Est-ce que ça aurait dû ou pu être trouvé? Rien que pu est un sujet. C'est-à-dire que si en ayant un peu d'attention sur son client, on aurait eu plus de chances de le trouver, c'est un petit quelque part, et ça nourrit la vexation du professionnel. Maintenant, on n'embauche pas quand on contracte avec un expert comptable, un détective. Hein, c'est quand même tout à fait autre chose. On n'est pas là pour. D'ailleurs, le contrat qu'on appelle l'aide de mission, c'est bien clair que c'est pas la recherche des fraudes. On est là pour faire quelque chose et faire en sorte que si il y a des fraudes et que les contrôles classiques permettent de les voir, on les voit. Mais sinon, on n'est pas là pour aller chercher dans l'entreprise quand même. Vous évoquez les fraudes. Est-ce qu'il y a des fraudes plus classiques que d'autres? Alors, quand on avait fait le livre Comptabilité et droit pénal, je me souviens avec Isabelle Dussart, à un moment, on s'est arrêté, c'est elle qui faisait ce chapitre-là, on s'est dit, il faut quand même pas trop en dire, parce que sinon, on va faire un manuel pour les fraudeurs. Mais enfin, globalement, il y a le détournement et puis la justification de la pièce comptable, la fausse pièce comptable. Alors, les fausses factures ont l'air plus vraies que les autres. Et il y a quelques
point où on peut retrouver quand même son affaire. C'est-à-dire que il faut que le dénouement de ce qui se passe dans la comptabilité, le rapprochement bancaire, comme on dit, pour être précis, soit fait correctement, etc. Donc là, dès le moment où le fraudeur interne s'aperçoit que l'expert comptable vérifie pas bien, il va passer là. Ce qui permet aussi de dire que si l'expert comptable fait des contrôles aléatoires totalement imprévus de temps en temps, ça va calmer toutes les initiatives d'essayer de faire des choses parce qu'on se dit, oh là là, il pourrait bien tomber dessus. Donc, bon, je vais pas le faire, même si j'avais quand même envie. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a forcément il y a une sophistication quelquefois très élaborée des moyens de détournement qui mettent les responsabilités des professionnels, experts comptables et commissaires aux comptes en dehors du jeu. Mais et c'est vrai que c'est comme dans tous les accidents, quelle que soit la matière, c'est la routine qui favorise ce type d'agissement. Oui. Quels que soient les accidents, quels que soient les métiers, c'est toujours la question, il faut se passer de la routine. Et moi, ce que je dis, c'est une question de curiosité, d'aller regarder comment les choses se passent. Et dès le moment où il y a quelqu'un qui est un peu curieux et qui regarde à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe, tous ceux qui avaient éventuellement envisagé de faire quelque chose de malsain se gardent de créer le dommage. Alors, comment empêcher ce type de situation? Quel est l'essentiel de la prévention? L'essentiel de la prévention, comme je vous l'ai dit, c'est de faire de temps en temps un contrôle aléatoire et puis d'aller regarder ce qui se passe en vrai, pourquoi les choses se font. Il y a des questions de volume. Quand il y a beaucoup d'argent qui disparaît, normalement, ce volume-là, il apparaît comme incompréhensible. Ça doit alerter tout de suite. Il y a des signes quand même. Mais le problème... Alors, il est vrai qu'il y a deux aspects à la mécanisation. L'esprit qui se mécanise, c'est pas très bon, mais d'un autre côté, aujourd'hui, avec les logiciels, il y a beaucoup plus de possibilités que la machine elle-même donne des alertes. C'est pour ça que tous les logiciels de comptabilité que utilisent les commissaires aux comptes et les experts comptables ont une grande utilité pour justement donner des signaux, et ça fait partie des investissements qui seront indispensables et qui, s'ils ne sont pas faits, pourront éventuellement être reprochés, parce qu'il y a aussi l'aspect du reproche, mais comment est-ce que vous n'avez pas vu ? Bien sûr. Alors, le juge qui dit « Ah, mais vous n'avez pas fait les rapprochements bancaires », lui, c'est le seul truc qu'il connaît, et si on ne les a pas faits, toute la fatigue qu'il a eu à faire les siens ressort et il tape. Bon, après, il y a des questions un peu sophistiquées, et il est vrai aussi que c'est quand même des affaires qui sont toujours vues par la police. Il y a une procédure pénale. Donc, on a les explications des gens qui ont fraudé, qui expliquent comment ils ont réussi à embobiner tout le monde. Ce qui est un argument de défense pour les experts comptables, parce qu'ils expliquent assez bien comment ils ont été très malins. Et à malin, malin et demi, on n'est pas obligé non plus d'être plus fort que tous les voyous. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale. On va parler mécénat d'entreprise. Pour qui, pourquoi, comment, avec mon invité Grégoire Hulin, co-directeur du bureau de Dijon de Sadek Aquilis. Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le mécénat d'entreprise ? Alors, le mécénat d'entreprise, c'est une pratique qui permet à une entreprise de donner de l'argent, des biens ou des compétences à une entreprise, à un organisme bénéficiaire. Ça permet à l'entreprise de transmettre des valeurs citoyennes positives à son environnement. Qui sont les bénéficiaires du mécénat d'entreprise ? Alors, les bénéficiaires du mécénat sont des organismes qui ont un intérêt, qui sont d'intérêt général et qui doivent avoir de manière obligatoire un caractère philanthropique, éducatif, sportif, culturel, humanitaire, social. La palette est assez large.
Donc maintenant, on comprend mieux ce qu'est le mécénat d'entreprise. Quelles sont les différentes formes de mécénat? Donc, comme je vous le disais, vous avez 3 formes de mécénat principalement. La première financière, vous pouvez faire un chèque que l'organisme va percevoir. Vous pouvez également lui donner des produits, des immobilisations que vous aviez, des stocks ou des compétences. Donc, déléguer un salarié à cet organisme pour l'accompagner dans votre savoir-faire et lui permettre d'avancer, tout simplement. Quels sont les avantages et les obligations des entreprises et organismes bénéficiaires? Alors, les avantages pour les organismes bénéficiaires, c'est d'abord un don complètement défiscalisé et en contrepartie, ils doivent quand même respecter les règles de la République et de s'assurer qu'ils veillent à des règles propres à la générosité du public. Pour ceux qui donnent, c'est un avantage fiscal qui est de 60% de la somme donnée. C'est un crédit d'impôt qui s'impute sur l'impôt payé annuellement. Cet avantage est plafonné. On ne peut pas donner plus de 20 000 € par an ou 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires. Quel est le rôle de l'expert comptable dans tout ça? Alors notre rôle, il est à la fois d'accompagner les entreprises qui donnent pour leur expliquer les régimes, intégrer leur stratégie de mécénat au quotidien et suivre pour eux les réductions d'impôts qui n'auraient pu être imputées sur une année, sur les années suivantes. Pour les organismes bénéficiaires, c'est de suivre les fonds reçus, de mener avec eux leur stratégie de communication éventuellement pour aller rechercher d'autres mécènes et progresser et faire progresser leur association. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises viennent vous voir pour ce sujet de mécénat d'entreprise? Alors, effectivement, tous nos clients ont de temps en temps ce sujet qui arrive sur la table, on va dire, et ils nous sollicitent parce qu'ils veulent aider tel club sportif, telle association culturelle, ou même un artiste en leur achetant éventuellement une œuvre d'art, où là aussi on peut avoir quelques avantages liés à ces pratiques. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de votre invitation. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale. Pourquoi faut-il s'adapter pour les experts comptables? On en parle tout de suite avec Philippe Barret, expert comptable, commissaire aux comptes, associé fondateur de BeReady, également auteur des études des Boulins. Philippe Barret, bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'impact du numérique sur les experts comptables? Vaste sujet. En fait, l'impact du numérique sur les experts comptables, il est très nouveau, dans le sens où, jusqu'à maintenant, on a eu des évolutions technologiques depuis 30, 40, 50 ans, et ça s'est toujours à peu près bien passé. Ça a coincé un peu, mais globalement, on s'en est sorti. On a mis un peu de temps pour s'organiser. Là, on est sur une évolution qui est très différente. Parce qu'en fait, bien sûr, il va y avoir une évolution des process de production, mais surtout, le process de production qui était en interne, c'est-à-dire la tenue de comptabilité et puis jusqu'à la TVA, va être externalisé au niveau de l'État, ce qui veut dire que le métier de base de l'expert comptable ne sera plus fait en cabinet. Alors, il y aura au début un peu encore de contrôle, mais petit à petit, il y aura de moins en moins de travail fait au cabinet. Et donc, ça veut dire que il y a des questions qui se posent. Comment on fait pour remplacer le chiffre d'affaires qu'on va perdre? Qu'est-ce qu'on fait pour occuper les clients, pour occuper les collaborateurs, pardon, et pour satisfaire les clients? Et parallèlement à ça, on constate sur la même période que les clients ont des demandes qui évoluent et ils veulent plus payer rien que pour l'alias. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi les phénomènes de low cost qui arrivent, il y a les robots comptables qui arrivent. Donc, en fait, on est sur une grosse mutation parce que plein de choses se passent en même temps. Alors, par rapport à cette tendance que vous venez de décrire, quelle doit être l'attitude des cabinets? Que doivent-ils faire? Alors, l'attitude des cabinets, c'est très clairement de se bouger, d'être en éveil, de suivre ce qui se passe, de ne pas se faire dépasser par le temps. Jusqu'à une époque récente, le temps était avec nous. Là, il commence à être contre nous. C'est-à-dire que maintenant, on connaît les échéances de la facture électronique notamment, mais la facture électronique, j'ai envie de dire, c'est assez technique
comme organisation nouvelle. Donc, ça va être comme un changement de logiciel, globalement. C'est plus compliqué, mais globalement, c'est ça. Par contre, tous les impacts sur le cabinet, il faut les anticiper. La priorité absolue, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme métier nouveau demain avec les collaborateurs d'aujourd'hui. Donc, comment on fait pour accompagner leur évolution en compétences, leur montée en compétences? Comment on commence à s'organiser? Quelles missions on choisit? Comment on fait cohabiter les anciennes missions et les nouvelles? Comment on automatise le plus vite possible pour qu'on soit le moins surpris et le moins chamboulé par l'arrivée de la facture électronique? C'est tous ces chantiers-là qu'il faut mener en même temps et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, vous évoquez le futur, la facturation électronique. Quelles sont les tendances à venir, les perspectives? Les tendances, très concrètement, c'est une évolution des métiers, des missions, donc des métiers. Pourquoi les missions vont évoluer? Parce qu'on considère, donc, dans la dernière étude des Moulins, on a montré qu'il y avait à peu près 40% de la mission de tenue de comptabilité qui allait assez rapidement être transférée à l'État. Ce qui veut dire que la mission de comptabilité représentant elle-même 45%, on a à peu près 20-25% de l'activité qui va plus ou moins disparaître. Donc, par quoi on va remplacer cette activité? C'est ça la vraie question. Les tendances, c'est qu'il va falloir faire une nouvelle offre, c'est-à-dire proposer de nouvelles missions à nos clients. Et ça doit être fait avant que la facture électronique arrive et avant qu'ils reçoivent des courriers de Bercy en leur disant « Mais maintenant, c'est nous qui faisons la tenue de comptabilité avec la facture électronique, c'est nous qui faisons la TVA, donc vous allez payer beaucoup moins cher. » Parce que quand le client va lui dire qu'il va payer beaucoup moins cher, c'est la seule chose qu'il va retenir. Donc, il faut que l'offre des experts comptables précède l'arrivée de la facture électronique effective pour qu'il soit à la fois prêt techniquement, en termes de métier, en termes de relations clients, et être capable de proposer autre chose à leurs clients. Sinon, les clients soit baisseront les honoraires, demanderont à ce qu'ils baissent, soit iront voir ailleurs. Alors, face à ces mutations, quelles sont les bonnes pratiques et les pièges à éviter pour les cabinets? Alors, le piège, c'est de se laisser rattraper par le temps. L'autre piège, c'est de s'imaginer que le dirigeant va faire tout ça tout seul dans son bureau, parce que c'est pas comme ça qu'on fait une transformation. Une transformation, ça se fait en équipe, donc ça veut dire qu'il faut impliquer les collaborateurs. Alors dans les grands cabinets, pas tous les collaborateurs tout le temps et surtout, mais dans les petits, moyens cabinets, plus il y aura de collaborateurs qui contribueront, plus il y aura de collaborateurs qui s'approprieront donc la mutation, et plus il y aura de chances de succès. Ensuite, il faut être très ouvert et être conscient qu'il va falloir changer nos méthodes de travail, qu'il va falloir changer notre cadre, qu'il va falloir sortir de notre cadre de confort, qui est l'alias fiscal, etc. Il va falloir proposer, que l'on soit en comptabilité ou en social, de nouvelles missions aux mêmes clients, qui sont d'ailleurs très demandeurs, qui sont prêts à payer, effectivement, y compris plus cher que ce qu'ils payent aujourd'hui, mais pour avoir autre chose. Donc la bonne pratique, c'est de se remettre en cause et en question très vite, en se disant qu'est-ce que je peux apporter mes clients demain, parce que les clients en ont besoin et le cabinet en a besoin. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.